Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu hier le président du Tchad, Mohamed Idriss Déby, à la nouvelle ville d'El Alamein. Une cérémonie d'accueil officielle a été réservée au président du Tchad, qui a passé en revue avec le président el-Sisi la gare d'honneur avant d'accéder au palais présidentiel afin d'entamer leurs discussions. Sarah Al-Maghrabi. Une séance d'entretien a été tenue hier à la nouvelle ville d'El Alamein, au cours de laquelle le président el-Sisi a accueilli le président tchadien en tant qu'un cher invité de l'Égypte, soulignant la profondeur des relations historiques étroites qui unissent les deux pays et les deux peuples frères, ainsi que le souci de l'Égypte d'apporter son plein soutien à ses frères au Tchad à tous les niveaux, à travers le transfert et le partage des expertises égyptiennes dans les domaines du renforcement des capacités et des cadres tchadiens dans divers secteurs de développement, tels que l'énergie, l'infrastructure, la santé, l'éducation, l'agriculture et l'élevage. Pour sa part, le président tchadien a salué les relations étroites et étendues entre les deux pays, en mentionnant la volonté de son pays de développer la coopération avec l'Égypte dans les différents domaines, saluant le soutien que l'Égypte a apporté au Tchad au cours des dernières décennies, en maintenant les efforts du peuple tchadien pour parvenir au développement, notant la volonté commune entre les deux pays de réaliser un saut qualitatif dans la voie de la coopération bilatérale dans divers secteurs, valorisant le rôle des institutions et des entreprises égyptiennes actives au Tchad, notamment en matière de soutenir le processus éducatif et culturel tchadien et les projets d'infrastructure, outre l'activité de la mission d'Al-Azhar au Tchad. Les deux dirigeants sont convenus d'activer le travail de la commission mixte entre les deux pays autant que possible pour mettre en œuvre ce qui a été convenu et accélérer la mise en œuvre des projets de coopération conjoints de manière à réaliser les intérêts des deux peuples frères. Au cours de la réunion, un certain nombre de questions africaines d'intérêt commun ont également été abordées, surtout les développements actuels au Soudan, la sécurité dans la région africaine du Sahel et le renforcement de la coordination concernant le rôle de la communauté sahélo-saharienne. De même, la réunion a abordé le soutien des deux pays à tous les efforts visant à parvenir à la stabilité de la Libye et à renforcer la sécurité dans la région du Sahel face aux menaces terroristes persistantes. Le Premier ministre, Dr Mostafa Madbouli, a tenu hier une conférence de presse et un dialogue ouvert avec un certain nombre de professionnels des médias et des rédacteurs en chef. Le Premier ministre a passé en revue au cours de la conférence les différents dossiers concernant la vie quotidienne des citoyens. Plus tôt dans la journée, le Conseil des ministres s'est réuni sous la présidence du Premier ministre Mostafa Madbouli au siège du gouvernement dans la nouvelle ville d'El Alamein. La réunion était axée sur un nombre d'importants dossiers ainsi que sur les meilleurs moyens de mettre en vigueur les directives données au gouvernement par le chef de l'État. Au cours de la réunion, Madbouli a examiné un nombre de sujets concernant le programme du gouvernement au cours des 3 prochaines années. Il a également examiné les mesures prises pour suivre la mise en place des divers projets nationaux dans tous les gouvernorats de la République selon les calendriers fixés. Le mouvement palestinien Hamas a annoncé que son chef politique Ismail Haniyeh a été tué dans une frappe à Téhéran après sa participation à l'investiture du nouveau président iranien Massoud Pezeshkian. Le président palestinien Mahmoud Abbas a condamné le lâche assassinat de Haniyeh et appelé les Palestiniens à rester unis. Un commentaire. Notre frère, le dirigeant Ismail Haniyeh, le chef du mouvement, est mort dans une frappe sioniste contre son quartier général à Téhéran après sa participation à l'investiture du nouveau président iranien. Massoud Pezeshkian a écrit dans un communiqué le mouvement Hamas. Les gardiens de la révolution iranienne ont annoncé pour leur part que la résidence d'Ismail Haniyeh a été touchée à Téhéran et que lui et l'un de ses gardes du corps sont morts en martyrs. Le président palestinien Mahmoud Abbas a fermement condamné l'assassinat du chef du Hamas, le considérant comme un acte lâche et une grave escalade.
La Turquie a condamné l'ignoble assassinat de Haniyeh, affirmant que cette attaque a également pour but d'étendre la guerre à Gaza à une dimension régionale. La Russie a elle aussi dénoncé l'assassinat politique inacceptable du chef politique du Hamas, précisant que cet assassinat va aboutir à une escalade ultérieure des tensions. Le chef politique du Hamas, Ismail Haniyeh, vivait jusqu'ici en exil volontaire entre le Qatar et la Turquie. Né dans une famille de réfugiés d'Asqalène, à quelques kilomètres au nord de Gaza, Ismail Haniyeh commence ses activités militantes au sein de la branche estudiantine des Frères musulmans à l'Université islamique de Gaza, avant de devenir membre de l'Union des étudiants de l'Université islamique en 1983 et 1984. 3 ans plus tard, il adhère au Hamas à sa création alors qu'éclate la première intifada, soulèvement qui durera jusqu'en 1993. Durant cette période, Ismail Haniyeh a été emprisonné à plusieurs reprises par Israël et expulsé pour 6 mois vers le sud du Liban. Il s'est fait connaître aux yeux du monde en 2006 en devenant Premier ministre palestinien après la victoire de son mouvement aux législatives. Après avoir pris la tête d'un gouvernement d'union, il s'était engagé à œuvrer à la création d'un État palestinien en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, avec Jérusalem comme capitale. Nouvelle étape d'un affrontement qui fait craindre un embrassement régional sur fond de guerre continue à Gaza. L'armée israélienne a affirmé hier soir avoir éliminé Fouad Choukr, un commandant du Hezbollah responsable selon lui du tir meurtrier sur le Golan annexé auquel elle avait promis de riposter. Le point. Les chasseurs de l'armée de l'air israélienne ont éliminé le plus haut responsable et militaire de l'organisation Hezbollah et le chef de son unité stratégique Fouad Choukr dans la région de Beyrouth, a indiqué l'armée dans un communiqué. 3 civils, une femme et 2 enfants ont été tués et 74 autres personnes blessées dans la frappe israélienne sur la banlieue sud de la capitale libanaise Beyrouth, selon un bilan préliminaire du ministère local de la Santé. D'après une source proche du Hezbollah, Fouad Choukr, qui joue un rôle de premier plan dans les opérations du Hezbollah contre Israël depuis le sud du Liban, a survécu à la frappe. Le Hezbollah est accusé par Israël et les États-Unis d'être à l'origine du tir meurtrier de samedi sur la ville de Majd al-Shams, située dans la partie du plateau syrien du Golan, annexé par l'État israélien, qui a tué 12 jeunes âgés de 10 à 16 ans, alors qu'ils jouaient sur un stade de football. Le Hezbollah a franchi la ligne rouge, a déclaré mardi soir le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, quelques minutes après la frappe. Dans la banlieue sud de Beyrouth, sur le lieu de la frappe, le dernier étage d'un immeuble de 8 étages a été éventré. Des ambulances sirènes hurlantes tentaient de se frayer un passage à travers une foule dense de passants rassemblés autour de voitures recouvertes de débris. Le porte-parole de l'armée israélienne a affirmé mardi soir que l'agression en cours du Hezbollah et des attaques brutales entraînent le peuple du Liban et tout le Moyen-Orient dans une escalade plus large. Le Premier ministre libanais Najib Mikati a pour sa part condamné la frappe israélienne, dénonçant une agression flagrante et un acte criminel et appelant la communauté internationale à faire pression sur Israël afin qu'il arrête ses menaces. Dans le cadre de la politique menée par le ministère du Tourisme et des Antiquités visant à organiser de nombreuses expositions archéologiques temporaires à l'étranger afin d'être une fenêtre permettant à tous les peuples du monde de découvrir l'ancienne civilisation égyptienne. Dr Mohamed Ismail Khalid, secrétaire général du Conseil suprême des Antiquités, a inauguré l'exposition baptisée Au sommet de la pyramide, la civilisation de l'Égypte ancienne au Musée national de Shanghai en Chine. L'exposition a témoigné un afflux sans précédent avec 12 000 visiteurs dès le premier jour de son ouverture. Sarah Al-Maghrabi.
Le secrétaire général du Conseil suprême des Antiquités, Dr Mohamed Ismail Khaled, a expliqué que dès les premières heures de l'ouverture de l'exposition, cette dernière a témoigné d'un afflux sans précédent avec 12 000 visiteurs à l'exposition dès le premier jour de son ouverture. 250 000 billets ont été vendus jusqu'à maintenant et tous les billets lors de la première journée, soulignant que même si cette exposition n'est pas la première du genre en Chine, elle est la plus grande depuis 2003. L'exposition comprend 787 artefacts soigneusement sélectionnés provenant de divers musées égyptiens pour mettre en valeur la grandeur de la civilisation égyptienne antique depuis sa création jusqu'à l'état moderne. L'exposition offre également une vue panoramique de la vie, la religion et l'art de cette civilisation plusieurs fois millénaire, l'idée de la royauté, la vie quotidienne, les ornements et les bijoux, l'écriture, les croyances religieuses et la vie au-delà de l'Égypte ancienne en exposant un groupe distingué de statues de rois. En plus d'une collection de bracelets en or parsemés de pierres, d'ustensiles, de couronnes et de cartouches royaux, en plus de quelques pièces qui expriment l'idée de l'autre monde chez les anciens Égyptiens, dont une collection distinguée de cercueils en bois colorés et de vases canopes. Soucieux de la réussite de l'exposition, le ministère du Tourisme et des Antiquités a inclus à cette collection des momies et de sarcophages provenant de la région archéologique de Saqqara, qui abrite la plus ancienne et la plus grande nécropole d'Égypte. Se trouve aussi un certain nombre de cercueils colorés, des momies d'animaux momifiés, un groupe de statues représentant la période de l'Ancien Empire en pierre calcaire colorée. Ces objets sont répartis sur 3 salles principales, intitulées pour l'occasion « La terre des pharaons », « Les secrets de Saqqara » et « l'ère de Toutankhamon ». Et pour nous donner plus d'explications, nous avons le plaisir d'avoir en ligne M. Simon Saïr, égyptologue et expert en tourisme. M. Simon Saïr, bonjour et bienvenue avec nous. Bonjour, merci infiniment. En fait, une exposition doit se tenir en Chine, baptisée au sommet de la pyramide, la civilisation de l'Égypte ancienne, au musée national de Shanghai en Chine. Déjà, la Chine est un pays d'une grande civilisation. Comment peut-on voir 2 civilisations aussi grandioses dans le même endroit? Alors, effectivement, le fait qu'on se trouve dans ce musée et dans cette exposition est un signe des grandes relations dans le domaine de l'archéologie entre l'Égypte et la Chine. Les 2 pays possèdent une civilisation, ou bien 2 civilisations, parmi les plus anciennes de la planète Terre, et les 2 pays en profitent d'une coopération dans qui concerne les travaux archéologiques. Le fait qu'on a cette place dans l'exposition, déjà d'un côté, montre la coopération, les missions chinoises qui se trouvent en Égypte, comme la mission dans le temple à Karnak, dans le temple de Montou, qui se trouve à l'intérieur de Karnak, et aussi bien les coopérations qui se trouvent dans la zone de Saqqara concernant les études et les scans sur les momies et les pièces en poterie. L'Égypte, avec la Chine, aujourd'hui, elle a une coopération archéologique, historique et aussi bien dans les affaires. On n'oublie jamais qu'il y a pas mal de touristes chinois qui viennent chez nous, surtout que le niveau de vie en Chine et la moyenne de revenus par habitant augmente et que les classes qui étaient pauvres deviennent classes moyennes et que le nombre qui a les moyens de voyager et traverser l'océan et la mer devient, et ça compte par des millions de personnes. Et l'Égypte, bien sûr, elle a sa part. C'est vrai qu'aujourd'hui, la classe riche serait plutôt en Occident, mais on a la classe moyenne qui vient chez nous et on souhaite dans le futur d'avoir encore un nombre plus important
des catégories plus importantes et la présence égyptienne dans ce musée permet cette réalisation vu qu'on s'expose au public et qu'il arrive à connaître sur nous ce qu'il n'a pas connu dans les études à l'école. Et avec cela, on ouvre une porte pour un tourisme chinois en Égypte qui peut compter à des millions de touristes pour visiter, que ce soit les lieux où les Chinois travaillent, comme le Caire, Luxor. Et aujourd'hui, on souhaite et on désire de leur ouvrir des nouvelles zones comme la mer Méditerranée et la mer Rouge. Surtout qu'on a des coopérations commerciales et industrielles avec eux dans ces deux zones. L'Égypte, à présent, oui, j'écoute. Monsieur Simon Sayer, vous êtes expert en tourisme. Je vous remercie infiniment pour votre intervention. Il faut dire que les Jeux olympiques se déroulent toujours à Paris et une bonne nouvelle du moins pour la sélection égyptienne de football. La sélection olympique égyptienne de football a battu l'Espagne hier lors de la dernière rencontre de la phase de poule et a terminé première de son groupe avec 7 points. Dans les 2 premiers matchs, les Pharaons ont battu l'Ouzbékistan 1-0 et ont fait un match nul avec la République dominicaine. Cette équipe d'Égypte a énormément fait évoluer son jeu durant cette rencontre, fini les phases de possession stérile qui étaient encore sa marque de fabrique contre la République dominicaine ou même l'Ouzbékistan 1-0. L'Égypte a réalisé 21 tirs durant la rencontre, dont 10 cadrés. Le très talentueux attaquant de Pyramids FC, Ibrahim Adel, a réussi un doublé historique qui a permis à son équipe de terminer le premier de son groupe. Pour la première fois de son histoire, l'homme fort de la sélection a ouvert la marque d'un tir somptueux de 18 mètres dans la lucarne de l'excellent gardien espagnol Alejandro Iturbi. Avec cette nouvelle, mesdames et messieurs, nous parvenons au terme de notre édition quotidienne de Midi au Caire. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine.